Bonsoir à tous, je me représente à nouveau, Olivier du collectif Patrimoine Irrégulier de France. Donc on est réunis là avec une belle brochette d'intervenants pour discuter autour de la mémoire de l'underground et comment la documenter. Alors déjà, on vient d'assister à la projection de ce film, donc Fanzina, Histoire et passion du fanzine en France. Donc j'ai envie de répondre juste à cette question comme ça, en faisant des films comme celui qu'on vient de voir. C'est comme ça qu'on peut aussi documenter cette culture underground. Et donc je vais tout de suite introduire à nouveau Guillaume, que moi j'ai lu comme lecteur de fanzine. Je me rappelle d'Extra Jazz, un de ses vieux fanzines, et de ses colonnes dans Abus dangereux, parce que j'étais super fan de son écriture. Et je voudrais le laisser plus se présenter à ce niveau-là, comme un fanzineux plus que comme un réalisateur de documentaires. Et par rapport à son parcours, moi, ce qui m'intéressait justement par rapport à cette thématique, c'est de voir comment on glisse du fanzine à écrire des livres qui, cependant, veulent témoigner d'une histoire orale. Comme tu as écrit, tu es parmi les deux auteurs donc, de ce livre, la biographie des Burning Heads, qui est sous-titré Une histoire orale. Et en ce moment, je suis en train de lire aussi un livre qui s'appelle Grenoble Calling, qui est un livre qui parle de la scène de grenobloise depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, et qui s'intitule également Une histoire orale. Alors c'est un terme qui m'interpelle énormément par rapport justement à cette documentation et cet archivage des scènes qu'on peut faire. Comment on arrive à transmettre et à faire voyager dans le temps une histoire orale. D'abord, merci une fois de plus pour toi et tout ton collectif pour l'organisation de la manifestation. Hommage à ton érudition, tout ce que tu as dit est très juste. Je suppose que les réponses, on va les faire dans un temps ultérieur. Là, tu faisais juste monter la mayonnaise. On va faire une présentation de cette brochette. La mixité est à peine sauvée par la présence de Cox, je le constate. Et je répète que le film il a été aussi réalisé par Laure Bessy, qui aurait pu être là à ma place, ce qui aurait féminisé le plateau. Mais elle est retenue pour raison de tournage sur d'autres productions. Donc toutes les questions que tu as posées, je les ai notées, je les mets dans un coin de ma tête. Et puisque tu aimes les histoires orales, sache qu'il y en a 2 en préparation dans lesquelles je suis impliqué. Sur un peu le même modèle du bouquin que tu as cité sur les Burning Heads, c'est une histoire orale du hardcore. Alors le hardcore à guitare, on va dire, pour les groupes français, on va remonter à Imatlos, en gros, quoi. Voilà, pour les groupes de hardcore qui se définissaient comme tels. Mais si on discute avec David de Tanasi, il va nous trouver des vitesses hardcore dans des groupes préalables sans aucun souci. Et une histoire orale des fanzines, c'est-à-dire un peu comme le film qu'on a vu, mais sous format de bouquin, puisqu'on en parlera peut-être. Comme vous le savez, un film, il y a la contrainte du chronomètre, il ne faut pas être trop long pour pas mettre la tête des gens comme une pastèque. Donc évidemment, on n'a pas pu tout mettre. Voilà. Et la suite des réponses tout à l'heure. Merci beaucoup. D'accord, donc on va enchaîner tout de suite avec ton voisin Daniel Thierry Bibi, qui est un vieux fanzineux, on va dire. Un vieux dans le sens où Thierry Bibi, c'est un des fanzines qui perdure à travers le temps dans la scène française depuis quand même 91. Voilà, donc depuis quand même pas mal de temps. Et moi, ce qui m'interrogeait aussi par rapport à ton parcours, c'est ton lien avec les cultures populaires, le sport, notamment quand je vois que tu organises en 2022 des galas de catch, sans tomber dans l'écueil de la mode vintage, c'est-à-dire juste dans une continuité, et justement comment on arrive à faire perdurer ces cultures sans tomber dans l'effet de mode. Oui, enfin, alors, cet exemple tu te fais là, on devait refaire un gala de catch. En fait, on a fait un gala de catch en 2018 avec la BCA, qui est une école de catch, qui est la plus vieille école de catch de France de Beauvais. Et on devait le faire là, en début 2023, mais là j'ai trop de trucs à faire, voilà, donc on va repousser peut-être. Mais c'était marrant parce qu'on l'a fait en soutien à l'APES, qui est l'association de chômeurs, et avec laquelle je milite depuis le début des 90. Et en fait, on a fait un gala de catch qui a réuni 1500 personnes à Ivry-sur-Seine. Et il y a beaucoup de gens qui méprisent le catch, mais comme il y a beaucoup de gens qui méprisent les chômeurs,
on s'est dit que ça allait bien ensemble. Il n'y a pas de hype pour le coup. Il y avait des gens qui étaient venus par militantisme pour soutenir l'assaut de chômeurs, puisqu'on a réussi quand même à faire 5 000 € de soutien à l'assaut, avec une entrée très, très peu chère, gratos pour les moins de 12 ans, tout ça. Et puis il y a eu tout alors ce qui était marrant, c'est qu'il y avait le service d'ordre était organisé par un ancien des Black Panthers qui était une bande parisienne. Il y avait une fanfare qui était venue. Enfin, ce moment-là, il y a un petit film, si vous allez sur YouTube, ça s'appelle Social Catch, qu'une copine a fait, qui dure une demi-heure sur cette soirée. Mais ce moment-là, tu te dis, t'as pas entièrement tort depuis des années, parce que moi je fais un fanzine où je parle de culture populaire. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, c'est TF1, c'est tout ça. » Non, non, ça c'est la culture de masse, la culture populaire qui vient du peuple, selon la première définition du dictionnaire. Le petit Larousse 1982 que m'a offert le maire d'Ivry-sur-Seine quand j'étais en CE2. Et là, vraiment, c'est un des trucs dont je suis plus fier de ma vie. Donc je ne vais pas en parler pour me gargariser, mais parce qu'on a eu des gens très différents. On a eu les gens de la cité en face, c'est la mienne. On a eu du gymnase. La ville d'Ivry, qui est une banlieue communiste depuis 1925, avait prêté un gymnase. On a eu un collectif de soutien aux Roms, donc qui avait ramené les Roms. On a une grande population Rom à Ivry. On avait des gens amateurs de catch. On avait des punks, des skins, tout ce que tu veux. Et Kaza, mon vieux pote des Black Panthers qui faisait la sécu, m'a dit « J'ai incroyable, j'ai jamais vu autant de gens différents dans la même soirée et que ça se passe bien et tout. » Et ça, il y a eu 2h30 avec du catch féminin, du catch masculin, du catch mix, etc. C'était vraiment génial. Et là, on se dit, on n'a pas entièrement tort, parce que quand je fais comme moi un fanzine qui se veut de culture populaire, moi personnellement, quand j'ai appelé ça un zine de culture populaire, je pensais que c'était évident pour moi. Et il y a plein de gens qui me disaient, souvent des universitaires ou des gens d'extrême gauche très affectés, mais enfin la culture populaire. Et moi, ça me semblait simple, ça me semblait tout ce qu'on aime, toutes les choses. Donc je fais pas, pour revenir au débat, désolé, je m'éloigne un peu, c'est pas l'underground pour moi, c'est pas forcément un truc qui est pas connu, qui est souterrain, parce que il y a Fanfan ici, pour moi, tout le monde connaît les Berus aujourd'hui. Et pourtant, c'est underground dans la manière dont ça s'est fait. On peut le voir, mais c'est aussi une nécessité de jeunes, comme on dit, les jeunes des quartiers populaires, là, maintenant, aujourd'hui, et qui ont fait des choses. Et c'est de redonner un peu de la visibilité, de l'importance intellectuelle ou savante, je ne sais pas comment dire, à des formes d'expression qui sont méprisées. Ça peut être le punk, le reggae, mais ça peut être aussi beaucoup de choses d'autres. Voilà. Donc j'en profite, comme tu parlais d'universitaire et de François, je vais en profiter pour... T'as zappé Cox. Non, exactement. Non, mais j'étais pas parti dans un truc linéaire non plus. Je te passe la parole après. Et donc, François, que beaucoup de gens connaissent, car tu as été chanteur des Berruriers Noirs. Peu de gens peut-être le savent qu'aujourd'hui tu es un universitaire reconnu sur une spécialité du monde asiatique, mais que tu fais également partie du cercle de chercheurs de PIND, Punk is Not Dead, qui est un cycle universitaire en provenance de l'université de Tours, si je ne me trompe pas, c'est ça, et qui mobilise des chercheurs et des activistes pour documenter les scènes punk régionales en France, et pas que. Alors moi, je me demandais aussi si les recherches universitaires un peu à l'américaine, cultural studies et tout ça, en France sont assez... immature, enfin dans le sens jeune en tout cas. Jeune et marginalisé. Marginalisé, et comment donc est-ce que, moi quelque part un cycle universitaire qui s'intitule Punk is Not Dead, quelque part pour moi le punk se retourne dans sa tombe, et je pense que tu as souvent dû faire face à cette remarque, donc voilà. Je crois que l'intérêt du PIND, donc de ce projet de recherche qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, le grand intérêt déjà, c'est d'avoir imposé le punk comme véritable objet de science, ce qui n'était pas du tout évident, comme tu le disais, les cultural studies en France. Et donc, évidemment, beaucoup de collègues considéraient que c'était nul et non avenu et qu'il n'y avait rien à voir de ce côté-là. Donc, le premier intérêt, c'est d'avoir
pu imposer ce type de recherche dans le paysage académique français. Et ça a été très bien fait. Le deuxième intérêt, tu parlais d'histoire orale, c'est que je vous invite tous à regarder le site du PIND en ligne. Il y a eu 30 journées, plus de 30 journées d'études qui ont été organisées. Il y en a encore une aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux sur le corps punk, ce qu'on fait ce que fait le punk au corps et ce que le corps peut, comment le corps peut devenir punk aussi. Et il y a eu, enfin c'est pas moi qui suis à l'initiative, hein, c'est Luc Robben et Solveig Serre, donc Université de Tours et de Bordeaux. Et c'était de montrer aussi, tu parlais des Bérus, c'était de montrer aussi l'aspect non parisianiste du punk, c'est-à-dire montrer tout ce qui fleurissait en banlieue, dans les provinces, un peu partout en France. Et donc montrer la multiplicité des approches punk, non, on pourrait dire périphériques, voilà, sur tout l'espace punk francophone. Donc c'est vraiment un projet très intéressant. Malheureusement, comme vous le savez, beaucoup de gens sont en train de disparaître. Dernièrement, Fuck, par exemple, qui était une des figures de Déal, est décédé. Et d'autres personnes que l'on a connues ou qui nous ont embêtés dans notre jeunesse sont en train ou qui avaient des parcours particulièrement heurtés et particulièrement difficiles. Donc l'histoire orale est importante parce qu'il faut pouvoir recueillir la parole de ces gens-là pour après aller justement produire du savoir académique sur tel ou tel. Bon, aujourd'hui, par exemple, la question du genre est très importante dans le punk et elle était absolument quasiment inexistante à l'époque, ou alors elle était clandestine, ou alors elle était sous-jacente, ou alors elle était... Et aujourd'hui, elle est ouvertement affirmée et affichée. Donc on le voit aussi dans le fanzina. C'est vraiment très intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais de culture populaire. Ce qui m'a intéressé dans le documentaire, je rebondis là-dessus, c'est la parole de ce black qui vient du milieu du culture populaire hip-hop, et tout ce qu'il a dit, évidemment, on adhère, quoi. C'est exactement ça. Hein, je crois que c'est presque celui qui a le mieux décrit, en réalité, l'approche du fanzina dans le documentaire, enfin, à mon sens. Ouais, ben voilà, et c'est... Moi, tu parlais d'Ivry-sur-Seine, j'y ai habité aussi, donc je comprends vraiment cet aspect d'aller chercher la parole vivante dans ces quartiers. C'est important. Moi-même, en étant très jeune punk, j'ai été élevé par des grands frères qui étaient plus habiles que moi et plus bienveillants, disons, et qui venaient de quartiers populaires et qui m'ont dit « Ouais, bon, attends, va pas dans cette voie-là, là, ça peut être craignos quand même. » Enfin, ouais, qui ont été un peu... des aides de vie, quoi, à un moment donné où on peut basculer dans la violence ou alors dans la délinquance ou dans des problématiques compliquées. Eh bien, bon, du coup, on va passer à Cox, parce que sous la pression... Et donc, Cox, toi, tu es une activiste depuis longtemps dans la scène rock parisienne, tu es musicienne, mais tu es aussi agent de bibliothèque pour la mairie de Paris, où c'est peut-être moins glamour, mais ça correspond aussi à ton activisme, puisque tu as réussi à faire rentrer un fonds de Gravesine à la bibliothèque Forney, qui est la bibliothèque de Paris spécialisée dans tout ce qui est art déco et culture de l'image, pour art en général. Mais en même temps, tu as aussi développé, tu gères une distribution de fanzines, une distro, comme on dit. Ça a été expliqué aussi, le terme est expliqué aussi dans le documentaire. Et tu fais toi-même un fanzine, et tu as ouvert il y a peu, tu fais partie des gens qui ont ouvert il y a peu le fanzinarium. Donc moi, ce qui m'interrogeait aussi, c'est cette recherche de nomenclature pour archiver les fanzines. Comment est-ce que ça se calque ou pas sur la nomenclature de la fanzinothèque, du fanzinarium, se calque sur une nomenclature classique d'une bibliothèque classique. Pourquoi, comment ? Est-ce qu'un fanzine, ça peut se classer de la même manière que les romans peuvent se classer dans une bibliothèque, une médiathèque classique d'une ville classique, quoi ? Ou est-ce que c'est difficile ? Ou est-ce que finalement ça peut rentrer dans les mêmes cases ?
Alors, vaste question. 5 minutes. La problématique, c'est que justement, les fanzines sont des petits livres qui sont hors case. Donc c'est quand même assez récent que dans les bibliothèques traditionnelles, on fasse rentrer les fanzines. Parce que quand j'ai commencé à m'occuper, j'ai eu l'opportunité donc de développer un fonds Gravezine dans une bibliothèque d'art patrimoniale d'autant plus. Ce qui est intéressant dans le côté patrimonial, c'est que ce fonds, dans 100 ans, normalement, si la bibliothèque existe toujours, il est censé encore exister. Donc des gens qui auront une démarche de chercheurs ou de curieux et qui voudraient se documenter sur l'underground visuel des années 80, enfin on n'a pas vraiment des fanzines historiques, mais on va dire des années 2000, pourront le trouver. Donc ça, je trouve que c'est un intérêt... Bon, après, j'ai une âme d'archiviste. Depuis que je suis toute jeune, je garde tout. Donc je pense que c'était le métier qui me convenait. Mais donc pour revenir à la question, quand j'ai eu l'opportunité donc de développer ce fonds, la première structure vers laquelle je me suis tournée, c'est la Fanzinothèque de Poitiers, puisque c'est la bibliothèque de fanzine qui existe depuis plus de 30 ans. Donc j'ai rencontré Marie, qui est la documentaliste et qui est là depuis le début. Et tout de suite, elle m'a dit, tu sais, les fanzines, c'est un casse-tête à traiter, à classifier, à ranger. D'autant plus que la Fanzinothèque, ils ont des fanzines issues de toutes les scènes. Donc, après, on se débrouille avec les moyens du bord. Mais le fait aussi de travailler en bibliothèque, il y a des petites choses qu'on sait et qu'on met en pratique, comme on a pu le faire en ouvrant le Fanzinarium, hein, donc qui est un peu, on va dire, la petite sœur de la Fanzinothèque de Poitiers, mais qui se trouve à Paris. Donc on l'a ouvert à 4, et il se trouve que dans l'équipe, il y a Delphes, qui est aussi documentaliste dans un lycée à Astin. Donc elle connaît aussi un petit peu le métier, donc ça nous a aidés. Voilà. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Non, c'est une ébauche de réponse qu'on pourra peut-être compléter après avec le tour de table sur comment en fait ce glissement de ces cultures populaires se tourne vers les institutions ou pas pour s'archiver, pour faire mémoire, quoi. Et donc là-bas, on va passer à Chedu, qui est aussi un long parcours rock par rapport déjà au Cataphile associé, après qui a mis en place le Centre autonome du rock, avant Internet évidemment, donc qui était un répondeur où il y avait des annonces de concerts, des choses comme ça, et qui aujourd'hui, après a été aussi un acteur important du Fahrenheit, une salle mythique. Tu parlais d'ici les Molinos tout à l'heure. Voilà, où il y a notamment eu ce concert, premier concert en France de Nirvana, qui fait partie des archives vidéo que Chedu met à disposition sur son site. Donc, tout ce travail d'archivage en termes de vidéo et de mise à disposition, là, pour le coup, sans recherche et sans aide aucune des institutions. Justement, non, c'est là où c'est un travail personnel depuis des années, et au moment où a commencé à arriver l'informatique, j'ai commencé à numériser. À d'ores et déjà mettre à disposition, justement. La refonte d'ailleurs complète suite aux différents changements de format de vidéo ont fait que je peux vous assurer que c'est un travail. Voilà, il y a des vidéos, j'ai dû les numériser sur 4 ou 5 formats différents suivant les moments. Et puis aujourd'hui, donc j'avais déjà une bonne base de fond qui était nos propres concerts qu'on filmait. Plus on avait tous les labels, parce que parisien, donc accès à tous les labels. Je passais à Bondage, je passais à Boucherie, je passais à Rémanence après. Enfin, je passais chez tous les gens qui produisaient de la vidéo. Je récupérais sans souci, puisque c'était des gens qui peu diffusaient, mis à part des quelques chaînes qui à certains moments ont eu quand même justement des émissions qui étaient un petit peu orientées vers nos styles, et donc je commençais à numériser tout ça, j'ai stocké tout ça, et puis
Il y a un moment, le stock, il prend vraiment beaucoup de place parce qu'on avait, on avait quand même des labels qui t'envoyaient une vidéo, donc un clip sur une VHS. Donc imagine le nombre de VHS que j'ai pu posséder. Je finissais par en avoir des kilos et des kilos. À un moment, on numérise tout, et à un moment, malheureusement, c'est là où j'en viens un petit peu à la conservation surtout. C'est que les supports ne vieillissent pas bien. Aujourd'hui, j'ai des DVD que j'avais gravés à l'époque, par exemple, qui sont lisibles, donc je ne sais toujours pas ce qu'il y a dessus. Je vais essayer de les récupérer. Les bandes magnétiques, malheureusement, certaines avec le temps disparaissent complètement, se désagrègent. On est à ce point-là. Il y a des cassettes pour lesquelles j'ai dû aller dans le magnétoscope pour retirer les bandes qui s'étaient entourées, mais ça y est, ça avait été numérisé et c'était la dernière fois que la cassette pouvait être lue. Puis donc aujourd'hui, on est sur la conservation. Alors, j'ai donc une page perso Free, qui en l'occurrence héberge, je crois, j'en suis à 700 vidéos, un truc comme ça. Je mets aussi en ligne sur les plateformes disponibles, YouTube, Facebook et autres plateformes. Alors l'inconvénient qu'il y a dans toutes ces plateformes, et c'est pour ça que j'ai forcément le Free où je suis tranquille, c'est l'histoire de droit. Parce que pour les droits, on découvre que certains sont encore protégés, te bloquent complètement le son en te laissant diffuser l'image ou inversement. J'ai un clip des Berus où il y a, je ne sais plus quel film, où on voit une rétine se faire passer à la lame de rasoir. C'est... Voilà, les cinéphiles sauront. Ce clip, par exemple, je l'avais mis sur YouTube, il a été retiré dans la foulée. Puis l'inconvénient qu'il y a justement sur ce genre de choses, c'est qu'il y a un moment, la chaîne, par exemple, si elle a 5-6 avertissements, il la sucre complètement. Donc on se retrouve avec un problème de pérennisation justement de ces images, qui sont des témoignages uniques, qu'on pourra bien sûr parfaire, parce qu'il y a toujours des clampins pour me dire « Ah, le son il est crado ». Je dis « Ouais, mais je ne vais pas le réenregistrer, on ne va pas redemander… Tu nous refais les chants, si tu veux, tu nous refais les voix, voilà. » Bien sûr. Donc il y a ce voilà. Et aujourd'hui, c'est surtout ça moi qui m'importe. Et là où aussi on découvre au fur et à mesure que beaucoup de gens qui avaient vraiment des stocks complets. Il y en a un par exemple dernièrement, j'ai appris celui qui faisait les états généraux du rock, Pierre Marty, qui par exemple a eu un incendie et tout simplement toutes ses archives ont brûlé. Ça y est, c'est fini. On peut faire définitivement une croix dessus et c'est ça qui pêche. Et aujourd'hui, moi, quand je sors certaines vidéos et que je vois, il y a les enfants de ces artistes-là qui sont tout contents de voir leurs parents chanter comme ils étaient jeunes. C'est des petits plaisirs. Les groupes qui n'avaient plus leurs images et qui les récupèrent. Enfin, on ressort tout ça. Donc là, moi, c'est surtout sur la vidéo que je me suis focalisé parce que j'avais déjà une bonne base. Mais sinon, il y avait aussi nos propres archives de Fahrenheit aussi, où là, j'ai retrouvé à peu près tous les tracks sur, je crois, on a fait 400 concerts, un truc comme ça, sur 20 ans. Donc, entre autres Nirvana. Et Nirvana, on l'a en film en plus. Donc là, ça a fait le plus. Donc j'ai mangé à table avec Kurt Cobain, parce qu'à chaque fois, il y en a qui font oh, la classe. Bon, il était sympa, pas plus que d'autres, que plein d'autres groupes. Et c'était, voilà. Et sinon, aussi d'autres activités qui ont fait que j'ai pu justement suivre professionnellement. C'est pour ça que je marquais salarié, parce que la différence entre le bénévolat et quand tu es salarié, ça change. Il y en a un, tu cherches pas à manger, et l'autre, tu l'as, et ça change tout, tu as des moyens. Voilà. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, moi, ce qui me porte, c'est surtout la pérennisation de nos archives, et on va passer après Tout à fait. à notre archiviste de première. À notre archiviste de première, donc David, qui à l'origine, si je ne me trompe pas, est plutôt sérigraphe, créateur de labels, et qui aujourd'hui numérise tout ce qu'il peut trouver comme flyers et affiches pour témoigner de la vivacité d'une scène, de scènes multiples, qui fait le tour de pas mal de salles pour récupérer donc les fonds d'affiches, et aussi qui fait appel à tout le monde, il me semble, pour tous les particuliers qui ont chez eux des flyers et des affiches à disposition pour faire ce travail de numérisation et mettre à disposition aussi cette histoire graphique des musiques, des scènes musicales qu'on écoute, quoi.
Et oui, à quel moment tu t'es dit il faut sauvegarder ça qu'est-ce qui t'a pris? Bonjour. Donc voilà, moi mon travail ça a commencé il y a à peu près 30 ans parce que je trouvais intéressant de commencer à conserver tout ce patrimoine. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un patrimoine à sauver. Donc la Fanzino faisait déjà un travail énorme sur tout ce qui était fanzine, mais après il manquait tout ce qui était travail graphique, tout ce qui était affiches, flyers, et après on est parti sur les vidéos. Et moi j'ai commencé à conserver parce que ce qui m'intéressait sur l'histoire d'un groupe, c'était tout ce qui tournait autour. Donc le premier bouquin que j'ai fait, c'était sur un groupe que j'adorais qui s'appelait Lucrat Milk, qui était un groupe qui n'était pas que musique, et justement musicalement c'était moins intéressant, c'était que des graphistes dedans, et on pouvait voir vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça touchait à tous les supports. Et donc j'ai commencé à collecter tout ce qui tourne autour du groupe, mais que ça soit vidéo, images, photos, parce que c'était que des artistes dedans. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à conserver et c'est aussi un instantané dans le temps. Parce que là, c'était vraiment du début 80 et il fallait se replonger dans la politique de l'époque pour comprendre pourquoi ils faisaient ça. Et de fil en aiguille, je me suis mis à archiver un petit peu tout, parce que tout m'intéressait graphiquement, musicalement. Et donc, depuis 30 ans, j'essaye de sauvegarder ce patrimoine-là et surtout de le partager. Donc voilà, quand je numérise des affiches, ça va servir à des livres, à des films. Ce qu'on fait avec Dudu, avec Zedu, c'est que moi je lui numérise les vidéos. Quand je récupère un lot, je lui rebalance pour que ça soit diffusé. Donc en fait, il n'y a pas d'interférence. Nous, l'intérêt, c'est que ça soit conservé pour toujours. Donc pour l'instant, là, je me concentre surtout avec les affiches. Donc là, je numérise en HD pour qu'on ait vraiment une conservation au moins numérique. Et après, une conservation papier. Chez moi, j'ai 5000 affiches qui sont rangées dans le noir, conservées à plat, avec amour. Et le but, c'est que ce fond-là soit conservé et qui perdure dans le temps. C'est-à-dire qu'un jour, il finira à la BNF. Mais l'idée, c'est aussi que ça soit conservé dans plusieurs endroits pour éviter justement les collections qui brûlent. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est quand je récupère une collection où il y a plusieurs affiches, je les redonne toujours aux personnes qui me les ont prêtées, gentiment. Mais après, moi, j'en conserve 2 copies. Après, on essaye d'en repasser encore à d'autres personnes pour que si un jour un des dépôts brûle, on ait toujours une sauvegarde quelque part. Donc l'important, c'est aussi de partager. Et après, c'est un gros bordel. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais personnellement, moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a toujours quelque chose à voir, que ce soit les affiches politiques, ou les affiches de groupe, ou des festivals. C'est intéressant à plein de niveaux, graphiquement, historiquement. Mais là, peut-être que je m'enlise. Non, pas du tout. Pas du tout, c'était très bien. Mais justement, le travail de numérisation, j'ai vu que tu l'as fait aussi avec l'aide de certaines institutions régionales auxquelles tu as pu faire appel pour des questions techniques. Parce que c'est vrai que des affiches, c'est des grands formats et tout le monde ne peut pas scanner ce genre de choses. Donc, est-ce que effectivement l'underground a besoin de l'institution pour se sauvegarder elle-même? Alors moi, à la fois, je dirais non. J'ai toujours été indépendant et j'ai toujours refusé les subventions. Après, je suis subventionné par les groupes du label. C'est-à-dire qu'en vendant des caméras silence, des trucs comme ça, les groupes savent que la thune est réinvestie, ça soit dans des scanners, dans des appareils photo. Là, j'ai participé, en tout cas j'ai fait les décors pour une série Netflix, où ils voulaient des affiches années 90. Donc au moins j'ai pu être consultant et leur dire, voilà, t'as telle affiche qui correspond. Je sais même plus quoi. Mais ils m'ont filé, je crois, 600 ou 700 balles, et ça m'a permis d'acheter un appareil photo numérique qui vaut une blinde. Je suis très content. J'ai mon très bel appareil photo qui est dans le garage, et au moins ça me permet de pouvoir numériser en HD toutes les affiches et avoir tout le matos chez moi. Donc j'ai installé une table aspirante, j'ai mes affiches à plat, j'ai un éclairage qui est parfait, ce qui fait que quand je récupère une collection, je mets tout à plat pendant un mois, je rescotche, je répare, et après je me remets à numériser tout ça, et si ça va pas, je suis chez moi, donc je recommence une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à temps que j'ai la qualité que je veux, quoi. Mais il y a un petit côté névrosé chez moi aussi. Et du coup, je repasse à Guillaume. Toi, ton film, tu l'as fait, tu le disais, d'une manière totalement indépendante. Est-ce que tu crois que si jamais à un moment ou un autre, tu avais fait appel à une institution, est-ce que tu crois que tu aurais eu des réponses? Est-ce que tu penses que... tu as participé cette semaine à la BNF, vous en parliez aussi,
un colloque qui parlait du fanzine. Il y a une projection donc à la BNF de ton film. Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu vois ça comme une reconnaissance ou c'est quelque chose qui te passe au-dessus? C'était une projection comme une autre ou il y avait vraiment une différence pour toi? Ça me passe au-dessous, underground. Alors le truc, c'est qu'on a bénéficié d'un financement public, alors de 3 000 € de la région Nouvelle-Aquitaine. On en voit le logo à la fin du générique. C'est ces appels à projets sur lesquels on peut répondre juste à partir d'un site internet. Donc on a vu ça la veille de la date limite. Donc on a rempli ce dossier, on a eu ce qui s'appelle une aide à l'écriture, qui pour nous a été une aide au tournage. En fait, on a tout fait avec. Mais ça reste complètement indépendant dans la mesure où l'indépendance, c'est le contrôle de ses moyens de production et le contrôle de ses propos. Donc là-dessus, aucun problème. La vraie question alors la question de la reconnaissance, je ne sais pas. Moi, ça m'est égal. Enfin, perso, c'est juste, je me considère plus comme comme un passeur de passion ou un agent de transmission, pas un agent de conservation comme vous l'avez défini, que ce soit bibliothèque, initiative privée, numérisation. Le film, c'est juste une diapositive à un moment donné, c'est un outil pédagogique qui peut éventuellement expliquer aux gens ce qu'est le fanzina. J'avais dit que là, l'angle, il était vraiment grand public, quoi. On peut voir le film et le comprendre sans prérequis. La conservation, c'est une autre paire de manches. Par contre, à ta question, à comment documenter l'underground, je me suis posé la question pourquoi, mais le pourquoi de la légitimité, c'est-à-dire que ayant moi-même fait des fanzines et venant cette scène-là, à un moment je me suis dit mince, je suis le cul entre deux chaises parce que là je vais faire basculer ce pan de ma culture personnelle du côté grand public. Faire un film, c'est forcément résumer c'est forcément trahir. Il faut à la fois expliquer et puis j'ai essayé de faire le job le mieux possible. Merci docteur, mais bon, fatalement l'exercice audiovisuel c'est une réduction, quoi. Je me suis retrouvé pris moi-même comme le lapin dans les phares du véhicule qui arrive en face, en me disant est-ce que je suis en train de prendre un objet underground, celui de ma scène, des fanzines qui étaient dans ma chambre, des fanzines qui étaient dans les distros des concerts DIY que je fréquente. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est légitime de les mettre comme ça, de les faire passer du côté grand public? Et tout à l'heure, François, tu évoquais les oppositions que le milieu universitaire pouvait faire, les réticences que le milieu pouvait avoir quant à faire du punk en objet de recherche, mais je me demande si les réticences les plus virulentes, si les critiques, les coups les plus durs viendraient pas des activistes de l'underground qui ont l'impression que leur coffret au trésor et déterré de leur plage de pirates dans lequel il était enseveli. Est-ce que l'underground, il a vocation à rester underground, sous les radars, sous la ligne de flottaison de l'identification et de la compréhension par le grand public? Je vole la parole à Chéri Bibi. Qui boude. J'enchaînerai voilà. Comme ça. C'est une vraie question, c'est la question que posait le punk, c'est-à-dire d'être un mouvement éphémère et de tout faire disparaître. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette idée de pérenniser quoi que ce soit. Il y avait même cette idée plutôt de détruire, de produire quelque chose, de créer et de le casser et de le détruire. Donc il n'y avait pas cette idée de muséographier un mouvement ou de le pérenniser dans des institutions officielles, etc. Ce qui a été d'ailleurs le cas du fils de Malcolm et de Vivienne qui a brûlé les archives des Sex Pistols. Donc on a une vraie question qui s'est posée au moment du PIND, exactement, c'est-à-dire à quoi ça sert de vouloir pérenniser ou de muséifier un mouvement qui se prétend en fait hors de tout cadre et hors de toute volonté de figer les instants et les figures. Donc c'est vrai que c'est une vraie question qui se pose. Je n'ai pas la réponse, moi. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'un déclic qui a fait que j'ai voulu, outre le concours de circonstances que j'ai rencontré Benoît Calmel du département de la musique à la BNF, c'est de voir le travail qui avait été fait dans le milieu anglo-saxon, puisqu'on parlait du milieu académique, et notamment autour des Bikini Kill et des Riot Girls, c'est-à-dire la volonté de certaines universités américaines véritablement
renseigner les chercheurs sur les communautés marginalisées, qu'elles soient d'ailleurs issues par exemple des boat people ou alors de mouvements musicaux. Et donc quand j'ai vu ce documentaire sur les Riot Girls là, qui présente bien tout cet aspect des choses, je me suis dit c'est vraiment intéressant quand même qu'il y ait une institution qui récupère une partie de, alors je sais pas comment tu peux l'appeler, la mémoire. Alors de toute façon c'est qu'une partie, forcément ce sera toujours partiel, hein. Il manque beaucoup de choses. Mais l'idée de la BNF, je crois, était intéressante dans la mesure où il n'y en a pas que pour les musiques savantes. Et tout ce qu'on a produit en fait en culture populaire, et c'est aussi de la culture savante et de la culture qui renseigne sur la société. Et les marges renseignent énormément sur le fonctionnement de la société. Donc du coup, c'était important, je crois, de préserver ça dans une institution pérenne. Maintenant, il peut y avoir la guerre demain, vous voyez ce qui se passe en Ukraine, il peut y avoir des destructions massives, il peut y avoir une inondation dans un garage et des, et des scanners professionnels qui, qui s'éteignent. Donc non mais voilà, donc tant qu'on peut préserver quelque chose de cela et le renseigner et l'étudier, ça me paraît intéressant. Surtout l'étudier en réalité. Daniel, tu voulais... Oh bah, ouais, j'enchaîne. J'enchaîne comme à l'époque du hip-hop. Non, moi, si tu veux, les cultural studies, moi je me suis beaucoup intéressé au cinéma et à la musique évidemment, mais au cinéma bis, enfin ce qu'on appelle le cinéma bis, le cinéma d'exploitation. Et j'étais très jaloux pendant, il y a 10 ans de ça, je parle, j'étais très jaloux du monde anglo-saxon où les cultural studies, donc l'étude de tout ce qui est un peu méprisé, de ce qu'on appelle subculture, et ce qui est très mal traduit par sous-culture, alors que subculture, c'est culture souterraine. Voilà. Et puis après, là, je me retrouve dans le truc inverse où j'ai une espèce d'une overdose. Là, j'ai vu sur un forum de punk quelqu'un qui chroniquait un bouquin qui parlait de pourquoi les punks sont sales ou je ne sais quoi. Bon, ça m'intéresse pas. Pourquoi les skins sont propres, ça m'intéresse plus. Mais voilà. Bon, si tu veux, moi, je me suis un peu tenu à distance par intérêt personnel aussi. Bon, il se trouve qu'au PIN, j'ai des amis. Bon, Fanfan évidemment, Philippe Roisès, Gildas Lescope qui y travaillent. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils sont et ils sont tout à fait légitimes parce qu'ils ont vécu les choses pour de vrai. C'est pas un mec qui arrive propulsé pour tout d'un coup faire une recherche. Après, moi, je passe pas mon temps à lire des bouquins sur le punk et les tenants et aboutissants du punk. Franchement, ça me gonfle. Je m'en occupe pas. Après, ce qui m'intéresse, il se trouve que j'ai mon extrait, je l'ai amené pour exemple, hein, pas du tout encore une fois, je me prends comme sujet, pas pour me la raconter, mais il se trouve que ça c'est un bouquin sur un groupe de second couteau, Dixitomen, Nuclear Device, du rock alternatif, et il se trouve qu'en fait j'étais ami avec, j'étais ami avec les membres du groupe, et ils avaient un projet de bouquin, je ne devais pas du tout écrire le bouquin, et ils avaient demandé, c'est un groupe du Mans, hein, de rock alternatif, totalement qu'on jouait beaucoup de fois, ouais. Et ils avaient demandé à un journaliste rock du Mans de l'époque de leur faire un bouquin sur leur histoire. Et ils m'ont fait lire, comme c'était des potes, ils m'ont fait lire le premier jet du gars, quoi. Et moi, je leur ai dit, les gens qui me connaissent savent que je suis assez sincère, je leur ai dit, c'est de la dope, quoi. C'est vraiment un truc, c'est ni fait ni à faire, le mec il se la raconte, Et ils m'ont dit, bah vas-y, tu devrais pas le faire. Et moi, je me suis retrouvé sur un problème de légitimité. C'est qu'au lieu de me la raconter, genre j'étais pote avec le groupe à l'époque, on rigolait en 85. Bah non, moi je suis né en 74, j'ai à peu près 10 ans de moins qu'eux. J'ai connu Nuclear Device en 89, je les avais jamais, donc ils arrêtaient, je les avais jamais eu en concert. Je kiffais les disques évidemment, ils m'ont fait connaître Toutes Sons of Metal, ce qui est quand même assez. Bref, je leur ai dit, moi je veux bien le faire, mais je vais faire j'ai deux conditions. D'une part, à bouler l'artiche. J'ai deux conditions. Je vais faire des interviews. Je vais vous interviewer, vous et les membres de votre entourage. Donc, j'ai fait 16 heures d'interview. Et je ne vais pas faire juste la période du groupe. Je vais commencer par votre enfance. Et jusqu'à... Donc, on a fait une interview en 2012. Jusqu'à 2012. Qu'est-ce que vous êtes devenu après? Qu'est-ce que vous avez fait? Et on a fait ce bouquin qui est sorti à Libertalia et tout. On pensait vraiment... En plus, on a fait un petit tirage parce qu'on pensait que ça intéressait personne. Et le bouquin est parti comme voilà, il dit pas, on a mal jugé. Mais moi, ce qui m'intéressait dans ce bouquin, c'est pas tant de parler de Nuclear Device que de montrer comment des jeunes prolos de la banlieue du Mans s'étaient mis
à faire, parce qu'à l'époque, il y avait Rémi Pépin qui avait sorti la première formule de son bouquin sur Rebelle. Enfin, il y a beaucoup de trucs sur le punk autour de Paris. Et ça ne veut pas dire que c'était pas bon, mais c'était très parisianiste. Et moi, en tant que banlieusard, je me sens des fois plus proche de mes camarades de province. Et si tant est que c'est pas un gros mot. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait avec ce bouquin, c'est de montrer le parcours de gens pour montrer, pas tant d'aller vers le passé en disant regardez comment c'était, regardez ces grands pionniers qui ont fait des choses à l'époque, c'est de dire bah, s'ils l'ont fait dans leurs conditions pourries, vous aussi vous pouvez le faire. Et ce qui est intéressant, c'est la passation pour moi, c'est de donner envie. Si on parle d'un truc archéologique, ouais, Lucie, elle écoutait du grunge, hardcore, machin, je m'en bats les genoux. En vérité, je suis poli, hein. Ce qui comporte, c'est comment on va donner, par l'expérience des luttes, y compris inachevées ou y compris ratées, enfin, pas ratées, mais perdantes du passé, comment on va donner l'envie? Qu'est-ce que c'est l'intérêt d'étudier la Commune de Paris si c'est pour dire, ah bah ils sont tous fait massacrer par les Versaillais, c'est fini? Non, au contraire, de se dire, tiens, regarde ce qu'ils ont mis en place, regarde comment c'était moderne, etc. Comment on pourrait le mettre en place aujourd'hui? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la mémoire heureuse des luttes du passé. Et quand je dis des luttes, je parle de classe, et je parle évidemment et moi, franchement, le Chéribi, souvent on me dit, ah mais tu sors des interviews, donc mon fanzine, ça fait 10 ans que tu les as fait, et puis en plus, il y a 10 ans, tu as interviewé un groupe qui a connu son heure de gloire dans les années 60. Mais la définition du dictionnaire, encore une fois, ce dictionnaire de Larousse 1982 que m'a offert le bon maire Jacques Lalouët d'Ivry-sur-Seine, la définition d'actualité, c'est qui concerne le moment présent. Donc pour moi, quand je publie aujourd'hui une interview de Emory Douglas, ministre de la Culture des Black Panthers, je la publie en 2021, alors que l'interview, je l'ai fait en 2011, je crois, donc il y a 10 ans, et que le mec, il parle de choses qui sont encore plus vieilles, ce qui m'intéresse, c'est comment l'actualité, ce qui concerne le moment présent, dans ce qu'il parle, dans ce qu'il dit. Et je pense que si demain j'avais l'occasion d'interviewer Louis Michel, je signerais. Voilà pourquoi, qu'est-ce qui se fait de plus chier, vierge ou rouge? Bref, mais voilà, c'est intéressant. La mémoire, si tu veux, la mémoire pour moi de l'alternative, de l'underground, comme on dit, elle n'est utile que si elle sert les combats à mener et les envies à mener et l'avenir, en fait, et ce qu'on va en faire. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'expérience des Bérets Noirs, si ce n'est ce qu'on peut transformer, pas forcément faire à l'identique, mais reproduire, etc. Et moi, il y a un truc qui m'avait marqué à l'époque de Rock Alternatif, c'est déjà que le SO, il ne te pétait pas la gueule pour les mêmes raisons. Je dis pas qu'il ne te pétait pas la gueule, mais pas pour les mêmes raisons. Tu vois, voilà. Non, mais c'est intéressant. Comment ces choses-là se sont faites. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est des trucs comme la Jimmy, j'y étais la semaine dernière, désolé, la journée des initiatives musicales indépendantes à Ivry-sur-Seine, où c'est en gros, tu vas faire ton groupe comme une start-up. Qu'est-ce qu'il faut faire pour séduire les... Mais on s'en bat les couilles. Tu vois, là, j'ai pu être poli. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est comment l'expérience documentée du passé peut servir le présent et l'avenir. Sinon, pour moi, c'est de l'archéologie. Voilà. Très bien. Il y a peut-être que certaines personnes du public ont des questions ou des témoignages à apporter. Oui. Je voulais rebondir aussi par rapport à ce que disait Daniel, et je me suis fait une petite réflexion en nous regardant tous là autour de la table, c'est qu'on est tous des archivistes, parce qu'on a tous gardé, que ce soit des flyers, des affiches, les archives des Berruriers Noirs, les fanzines, et moi j'ai un peu tout gardé depuis que je suis ado, donc j'ai encore mes cassettes audio que je faisais comme on faisait à l'époque, que j'écoute tout le temps, même s'il y en a qui sont un peu abîmées, mais elles ont traversé les décennies. J'ai gardé tous mes vinyles, tous mes fanzines. J'ai un stock d'affiches. Les flyers, je me suis calmée parce que voilà, maintenant je m'en sers sur l'autre face pour faire des bloc-notes. Et il y a certains flyers, je fais mais t'es folle, fallait le garder. Et
Donc je pense que c'est pas un hasard si on a tous un lien avec ce côté que ce soit faire des fanzinothèques, donner ses archives à la BNF, faire un site indépendant. Mais moi, ce qui m'importe aussi, parce que même si professionnellement je m'occupe d'un fonds de Gravesine et c'est ce qui me fait manger, je vais presque dire que c'est anecdotique pour moi. C'est juste une chance et c'est vrai que quand je me lève le matin pour aller au taf, je suis plus contente d'aller à la bibliothèque qu'à l'usine ou n'importe ou dans la grande distribution. Mais j'aime beaucoup ce côté DIY, c'est-à-dire ouvrir sa fanzinothèque, faire son site et mettre ses archives gratuitement au service des gens. Et je rêverais un jour d'un lieu qui serait un lieu qui archiverait mais tous les supports. Donc il y aurait aussi bien les affiches, les flyers, les fanzines, les cassettes, et qui serait autogéré. Pour rester quand même, comme disait Daniel, dans un esprit de l'époque. Enfin, moi, j'ai été très marquée par 17 ans, j'étais à fond Beru, mais vraiment, c'était ma génération et je suis très contente aujourd'hui d'être à côté de François. Voilà. Mais c'est quelque chose qui a nourri ma culture et je pense que je me suis construite sur quelque chose de l'anarcho-punk, c'est-à-dire do it yourself, fais-le par toi-même. Et je rêverais un jour d'un lieu géant avec toutes ces archives de gens qui viennent de l'underground. Mais, oui, d'ailleurs, Chedu et Cox, vous êtes montreuillois tous les deux. Et je sais qu'il y a aussi un projet comme ça à l'échelle de la ville de Montreuil, parce que c'est quand même une ville qui a un passé, François peut aussi en témoigner, Palicao et tous ces concerts-là, c'est aussi Montreuil, l'usine, voilà, 200 punks attaquent la police, la légende de Montreuil et des squats. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a un groupe d'archivistes, d'activistes qui essayent de travailler sur cette mémoire du rock montreuillois et qui sont aussi actifs toujours dans des organisations de concerts actuellement et qui a eu dernièrement un concert qui a été réprimé très sauvagement par la police et la BAC à Montreuil, et que c'est aussi un groupe qui réclame un lieu pour pouvoir conserver et montrer aussi au public toutes ces archives. Donc il y a aussi une gentrification. Montreuil est une ville qui se gentrifie. Et est-ce qu'il n'y a pas une gentrification aussi de cette culture Non, c'est nous, voilà, les Montreuillois. Ça finit par être une secte presque. Hein. C'est vrai, puis en plus on a la Montreuillite aiguë, c'est-à-dire qu'on a tellement de concerts sur Montreuil qu'on des fois on a même du mal à sortir de la ville. Hein, on est à ce point-là. Bon là il y a des concerts sauvages qui effectivement étaient organisés tous les dimanches. Ça se passait à peu près correctement avec les FDP. Bon, maintenant, là, ça a pris une tournure totalement déplacée et on va voir la suite, justement, normalement demain, ça commence un petit peu. Après, bon. C'est passé par du gazage, confiscation du matériel. Et pour l'instant, bon, de toute façon, on en est là, la pérennisation, voilà. Par exemple, tu parles d'une ville où on parle de pérennisation. Il y avait une réouverture de 2-3 squats sur Montreuil qui commençait aussi à prendre leur essor. Et puis, là, on a, pour la région parisienne, on a les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc ça pique, on fait le ménage, on fait du propre, on nettoie. Entre guillemets, ce qui va pas plaire, moi j'ai bien peur pour toutes nos communautés, parce que sur Montreuil on a toutes les communautés pas possibles. Je me dis qu'un de ces quatre, on va avoir des mauvaises nouvelles. Il va falloir encore qu'on descende dans la rue. Ce qu'on continue de faire, d'ailleurs sur Montreuil il y a toujours quand même du monde, toujours. Voilà, c'est au moins c'est pas mal. Maintenant alors. On en revient donc moi surtout c'est la pérennisation de tout ça, parce que tout ce que je vois quand même aussi c'est que David, si un jour là, il blesse les bras, il arrête, que se passe-t-il pour tout le travail engrangé
Cox aussi, le fanzinarium, même la fanzinothèque de Poitiers qui est normalement très bien ancrée, mais il suffirait d'un changement de municipalité avec des changements de... voilà. Nous étions, excuse-moi, nous étions à Issy-les-Moulineaux pendant 20 ans, et on s'en est fait dégager suite à un concert, parce que plus de punk, plus jamais de punk à Issy-les-Moulineaux. Voilà ce qu'on nous a dit lors d'une réunion à la mairie. Et les mêmes aujourd'hui qui accueillent Pind, moi j'ai souri. Là, je me suis permis d'ailleurs d'un petit commentaire en leur disant vous êtes gentils, mais il n'y a plus de punk et aujourd'hui voilà, c'est vous qui est censé magnifier ça et mettre ça en avant. Moi ça va. Ah, c'est absolument le même lieu. Donc ils font voilà, là où ils nous ont dégagés, alors qu'après 20 ans de... On a fait tous les groupes. On n'a pas fait les Berus, mais on a fait Molodoy, t'étais venu, on a fait... j'ai une liste de groupes assez... C'était un bon point. Voilà, exactement, ouais, c'est le même endroit. Ouais, sauf que donc on en a été évincé. Voilà, avec la pression, avec le voisinage, avec voilà. Et... C'est un truc. Le Fahrenheit, pour avoir fréquenté cette scène à Issy-les-Moulineaux très longtemps, c'était c'était quand même des endroits où tu pouvais avoir Assassin avant qu'il soit connu avec Kickback. Tu as des trucs totalement, des affiches improbables et du psycho, du punk et tout. Et ils ont fait chier à la fin, alors qu'ils auraient pu faire chier parce que le nombre de bagarres, enfin je veux dire, le Fahrenheit, tu savais quand tu y allais qu'à l'intérieur ça allait plutôt bien se passer parce que tu avais Sergio, tu avais des mecs du service d'ordre qui étaient des balèzes qui venaient des baffes à tout le monde, mais tu savais qu'il fallait y aller avec tes copains et repartir avec tes copains. Donc ils sont pas pris. Les prétextes maintenant, pourquoi un bar est fermé et tout, ils auraient pu les avoir 100 fois quoi. On a été quand même soutenu par le maire d'Issy-les-Moulineaux, Santini, ouais, tout à fait. Maintenant, après, malheureusement, il y avait des adjoints à la culture ils ont eu des petites frayeurs aussi. Hein, quand il y a un ou deux concerts, on a eu un petit peu trop de monde. Donc on s'est retrouvé avec 300-400 punks dans Issy-les-Moulineaux qui ne savaient pas quoi faire. Ça faisait tâche, c'était pas... Il y en a un qui a trouvé le moyen de demander à un adjoint s'il avait une invite. L'adjoint, il a eu la peur de sa vie. Donc, bon, forcément, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce rapport à la finale qui est aujourd'hui sur justement la organisation, c'est qu'il y en a plein pour lesquels... tout ce qu'on a, parce que on parle de punk, mais moi au niveau des vidéos par exemple, je vois très bien qu'on avait tout un tas de groupes que tu connais bien, les Endimanchés, Knick-Rick, enfin toute cette scène qui avait rien à voir à la finale musicalement avec du punk, mais qui était vraiment dans ce do it yourself, qui était pour revenir sur les fanzines, qui étaient vraiment il y avait une pluralité culturelle pas possible, avec des venus de partout dans le monde. On avait des groupes de tous les pays qui amenaient leur style à eux, et donc, mais c'était quand même, c'était pas quelque chose qui les intéressait, qui même certains leur faisaient peur, et on essayait de temporiser entre eux et ce que nous on arrivait à amener. Bon, et aujourd'hui, donc, on a toute cette scène qui était absolument magnifique, qui, pour certains d'ailleurs, continue. Cox, elle joue dans les Psychorators, c'est quand même des sons qu'on continue d'avoir. Par contre, il y a moins quand même cette multitude de styles. On avait des crossovers pas possibles entre de la musique indienne et du hardcore. On avait, enfin bon, je ne vais pas citer plein de groupes, mais on avait des palanqués. Et c'est ça aussi, justement, on aimerait montrer aujourd'hui, parce que c'est quand même beaucoup plus formaté aujourd'hui que ça ne l'a été. Et c'est là où c'est dommage, nous ce qu'on essaie de rappeler, c'est que justement, quand on produisait des concerts, on n'essayait pas d'avoir une logique, voilà, on va faire aller à la soirée machin, la soirée truc chouette. On faisait des crossovers total, on a fait IAM et les Vindicators. Bon, le public avait du mal, bon, je te confirme, mais pour autant, c'était des ensembles voilà, qu'on arrivait à bien lier, et voilà. Et c'est cela qu'on a essayé aussi d'amener à travers, justement, de continuer à montrer ce que ça a été, pour leur dire, voilà, regardez ce que vous pouvez faire. Il y a des scènes encore sur lesquelles, justement,
Par exemple, tout ce qu'il y avait à Air Liquide, il y avait des trucs assez disparates, ça partait dans tous les sens. Alors que là, maintenant, ils sont quand même bien formatés, ça reste bien dans un cadre précis. Donc nous, le but, c'est graphisme, fanzine, musique, tout. C'est de montrer vraiment cette ouverture qu'il y avait et qui nous permettait de découvrir. Puis les gens allaient en découverte. Aujourd'hui, non, on ne découvre plus, on y va. On va si on est assuré d'un show. Et sinon, non, voilà. Nous, on ouvrait les portes, on avait des gens qui venaient, point. Et après, ils découvraient tel ou tel groupe. Et sinon, aujourd'hui, si tu fais pas le groupe qui attire, t'as personne. Enfin, je suis moyennement d'accord avec toi, excuse-moi, parce que justement, ces scènes alternatives et underground, elles continuent à exister, mais justement, comme elles sont underground, que c'est une génération qui est plus jeune que la nôtre, on n'est pas toujours au courant aussi de ce qui se fait maintenant. Je pense que Olivier pourra en parler dans la scène noise, punk. Oui, voilà. Donc ça continue à exister et peut-être que dans 30 ans, cette scène-là sortira aussi ses archives. Ah, tout à fait. D'ailleurs, moi j'ai pu voir aussi, parce qu'il y a un moment, on a basculé sur justement les trucs qui commencent à nous intéresser, c'est toutes les free parties. Où là, vraiment, là, ils ont pris tout le milieu. Il y avait des codes que nous, on connaissait par cœur, qu'eux se sont appropriés. Et c'était du tonnerre. Moi, je me suis fait des fiestas dans des champs pas possibles. Avec justement des crossovers, avec les Swinkle qui venaient toaster sur je sais plus les triphasés, ou enfin il y avait des trucs mais pas possible. Et je me suis vachement retrouvé là-dedans. Puis en plus le côté gratuit, ouvert. Bien, il y a eu du bon fight avec les FDP. Enfin voilà quoi, c'était force de police, oui pardon. Ouais. J'ai un autre terme pour eux, mais je ne vous le donnerai pas. Donc, je ne sais pas comment les appeler. FDP, ça reste poli. Oui, en tout cas, toute cette scène qui a vraiment pris le relais, une période, qui aujourd'hui d'ailleurs est super réprimée. On n'a qu'à voir tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de casse et ça fait très mal. Les saisies de matériel où tu récupères le matériel et les mecs se sont acharnés dessus comme des malpropres avec un coup de matraque et vraiment ils t'ont défoncé tout. Enfin bon, en tout cas, donc tout ça pour dire que ils ont repris pas mal de codes. Utilisé tout ce qu'on avait pu entre guillemets mettre en avant. Alors, moi aussi, voilà, pour la petite parenthèse justement par rapport à ça, nous au départ je suis un cataphile, voilà, et on a commencé justement à un moment à faire des concerts dans les carrières souterraines, entre autres à Meudon, où on a fait des bonnes, des bonnes grosses sessions avec 400-500 personnes en plein milieu d'une grosse carrière avec des groupes Witches Valley, enfin à l'époque, voilà, les Working Class Heroes, enfin des groupes pas possibles. Il y a des groupes comme ça, voilà, ils auraient cartonné. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que c'est des codes qu'on a. Voilà, et la transmission, donc j'en reviens un petit peu à l'underground de ce qu'on a pu faire nous et ce qu'on continue entre guillemets de faire à nos humbles niveaux maintenant, justement, c'est de transmettre. Essayer de transmettre justement toutes ces petites astuces. Bon, aujourd'hui, il y a des moyens qui sont complètement des moyens techniques déjà. J'aurais eu les moyens techniques que j'ai aujourd'hui à disposition quand je faisais quoi que ce soit. Là, j'ai fait des feuilles d'infos, des sites, des machins. On aurait eu une décision. Oui, c'est ça. Tu parlais de concerts sauvages, mais aussi tout ce dont on parle. Les documents de base qui servent à certains archivages sont des documents sauvages qu'il faut apprivoiser pour les conserver, quoi. Tiens, tu me parlais, il y a une petite chose que je voulais juste te dire tout à l'heure par rapport aux institutions. Moi, par exemple, si je me focalise sur la vidéo, le gros problème des institutions, ça va être les droits. Voilà, où les droits, c'est très 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 délicat. Donc moi, je me permets, effectivement, j'ai eu quelques personnes qui se sont réveillées sur ce que je publiais en me disant, parce qu'il y a des groupes qui ont tourné la page, par exemple, et puis il y a un membre dans le groupe qui ne veut plus entendre parler, qui veut que rien ne soit publié. Il y a 2-3 choses comme ça. Mais au niveau des droits, là, on tombe dans... Il y a un moment, il devrait y avoir une licence
voilà, un abandonware, je ne sais pas comment le mettre en place, pour justement à un moment dire stop, là les droits ça sert à rien de les verrouiller, surtout si c'est pour ne plus diffuser. C'est ça qui est vraiment dérangeant, c'est que les droits sont bloqués et du coup ça n'est plus diffusé. Donc là où moi je me permets, de temps en temps, je joue avec les modérateurs de tel ou tel, pour leur dire, écoutez, voilà, si vous avez quelque chose à dire, je prends contact avec le groupe qui vous donnera toutes aux lettres d'autorisation si vous le souhaitez. Puis là, je n'ai pas de réponse de façon générale, mais c'est vrai que c'est délicat ça, les droits. Oui, c'est délicat et puis ça concerne toute documentation audiovisuelle, visuelle. Enfin, il y a des directives européennes que vous connaissez bien sur la reconnaissance de ce qu'on peut avoir sur une image. Et cette notion dont tu parlais du domaine public, c'est vraiment important. Domaine public et service public, ce qui est aussi une des raisons pour laquelle je pense qu'il faut pouvoir, dans la transmission des savoirs et dans la transmission de pratiques, c'est que ce soit accessible au public. Après, il y a toujours des contraintes extrêmement liées aux institutions, de la façon dont c'est géré. Et voilà. Mais le domaine public me paraît important pour ce type de culture aussi. Alors j'avais deux remarques, Olivier, sur, si je ne les ai pas oubliées en cours de discussion, et puis une question que je poserai à David ensuite, qu'il aura fini de faire de la régie technique apparemment. Sur le lieu de conservation que vous avez évoqué, c'est-à-dire un lieu en dur, si j'ai bien compris, qui pourrait accueillir et montrer les archives. Moi je fais partie de ceux qui ont une réticence envers ce genre d'endroit, puisque sans doute venant, vous avez employé l'expression de province au pluriel ou au singulier pour désigner cette vague zone qui sert à montrer les zones qui ne sont pas interconnectées, qu'en gros le réseau RATP. Et le fait est que sans doute le lieu serait centralisé. Vous avez évoqué Montreuil, mais je verrai plus et j'essaie de convaincre tous mes interlocuteurs de l'intérêt d'un lieu de conservation, mais que ce lieu-là est vocation à faire sortir ces collections de manière organisée, une thématique par exemple, pour partir dans de véritables convois, qui même pour avoir l'esprit des convois free party, pour aller montrer ces expos thématiques montées, construites en Bretagne, au Pays Basque ou en Guadeloupe. Alors il y avait déjà des gens qu'on connaît bien, qui en l'occurrence sont François Poulain et Maxwell. Ouais. Maxwell qui faisait le légume du jour et François Poulain qui est un bon photographe. Les deux ayant fait partie eux-mêmes d'une organisation de concert qui s'appelle Capsule Rock, qui ont fait tourner effectivement une expo photo pendant des années, celle de Rock en France. Maintenant, effectivement, il y a aussi toujours la problématique quand même de la diffusion, où mais c'est quand même délicat de trouver des lieux qui vont réussir à centraliser la venue de gens. Et c'est pour ça que nous, on s'est retourné sur le net, parce que ça nous a permis de toucher vraiment. On a beau être parisien, tu sais, moi, une période, je ne faisais pas une semaine sans faire 500 ou 1000 bornes pour aller voir un festival ou un concert. J'étais sans arrêt à Poitiers, justement, en permanence avec la Fanzino. Voilà. On s'arrêtait pas, c'est pas pour autant qu'on avait tout à disposition, entre guillemets, qu'on n'allait pas chercher ailleurs, parce que justement, c'est là où il y avait des réseaux. Moi, je faisais le Centre Autonome du Rock, donc une asso qui était l'idée, c'était de faire un annuaire, mais vraiment ça faisait un peu fichage, mais bon, c'est comme ça, un annuaire de 1000 acteurs du rock. Je limitais à 1000 justement, en sortant ceux qui n'avaient pas d'intérêt pour la scène. Et donc j'avais des correspondants partout en France avec lesquels justement on échangeait en physique, c'est-à-dire qu'on était sans arrêt, eux montaient sur Paris, on les hébergeait, moi je dormais chez eux, on allait à des festivals dans des coins absolument, je ne sais même plus quelle ville on a visité. Enfin, non, on n'a jamais eu ce problème de... Voilà, c'est pas parce qu'on est sur Paris que pour autant... Moi, c'est l'Hexagone. Hein. Je me suis mal exprimé, je vous présente mes plates excuses. Tous les racismes sont haïssables et l'antiparisianisme en fait bien évidemment partie. Un lieu serait dans n'importe quelle ville et voilà, il maintiendrait cette collection, j'en penserais la même chose. Mais je pense que ça d'ailleurs, ça serait plus faisable en province que sur la région parisienne. J'essaie de faire vraiment court parce que le temps file. Et
pour aller au-delà évidemment de votre travail de mise en ligne sur Internet, je pense que l'expérience muséographique, le fait de pouvoir voir des reliques, pouvoir expérimenter des choses de manière sensorielle, c'est quand même une expérience qui est à vivre et puis à partager. Alors la deuxième remarque, oui, tu disais qu'on était tous des archivistes, et puis il y a une autre catégorie qui est celle des raconteurs d'histoire. Moi, je me mets plus là-dedans, et c'est vrai que donner la parole à un groupe, comme tu l'as fait pour Nuclear Device, comme je l'ai fait pour les Burning Heads, ça donne cette impression pour le lecteur de se retrouver, en tout cas c'était mon objet, on va dire, c'était mon angle éditorial, qu'on ait l'impression d'être au coin du feu ou à l'apéro avec le groupe et qui nous raconte ces histoires. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec le film, et c'est ce qui a travaillé, je pense, avec d'autres formats, le podcast qui est en vogue actuellement ou la web-série, pour qu'on ait vraiment cette impression-là. Mais au-dessus, je mets toujours la lecture. Alors c'est peut-être mes influences républicaines, hein. Tu parlais toi aussi, visiblement ça t'a marqué. C'est un livre, c'est un dictionnaire qu'on t'a offert. Il y a la noblesse du livre comme objet, celui qu'on met sur l'étagère, et puis qui est une manière de raconter les histoires et d'ouvrir un imaginaire. Ce que je raconte à tout le monde, y compris qui n'aiment pas lire. Il y en avait beaucoup chez les punks hardcore à qui j'ai proposé un bouquin de 500 pages sur les Burning Heads et qui m'ont dit ça va être difficile parce que j'aime pas lire. Alors je pense que la plupart l'ont lu, j'espère, quoi. Quel est le problème quand on n'aime pas lire? Que n'aimes-tu pas? Tu n'aimes pas qu'on te raconte des histoires, tu n'aimes pas rêver, tu n'aimes pas l'imaginaire. Voilà. Ça reste pour moi le support indépassable de la collecte de la mémoire, et puis de sa diffusion, consultation, etc. La question que je voulais poser à David, c'est, donc j'ai bien compris que tu archivais, que tu numérisais tout ce qui te passait sous la main, des VHS, des affiches, etc. Mais toi, tu n'es pas une institution. Tu as parlé de ton garage. Qu'est-ce qui se passe si un auteur, toi, c'est mon cas, si un journaliste ou notre institution veut consulter, ou un curieux veut consulter les archives, toi, tu n'as pas un portail internet, il y a pas. Comment fait-on? Est-ce que c'est secret? Est-ce que tu ouvres volontiers? Comment ça se passe? Non, moi j'ouvre et tout le monde est le bienvenu quand je suis là, bien sûr. Pour les cambriolages, bon, ils me cambriolent pas ça, mais ils prennent autre chose. C'est assez sympa. En fait, l'idée. Pardon? Non, c'est même pas ça, ils ont pris mon arc la dernière fois. Ouais, non, c'est pas une blague. Donc en fait, là, moi, de toute façon, c'est toujours ouvert, et l'idée, c'est vraiment le partage. Après, là, il y a eu le bouquin sur Nurose, ils m'ont contacté, j'ai pu leur fournir quelques affiches qui manquaient. Et voilà, le truc, c'est toujours dans l'échange. C'est-à-dire, dès qu'il y a un bouquin, dès qu'il y a un groupe qui me demande, alors après, je verrouille parce que je ne vais pas filer des bandes des Berus à des personnes que je ne connais pas. Par exemple, quand vous aviez fait le DVD, on m'avait contacté pour les bandes Radio Béton, mais j'avais demandé l'autorisation à Béton de vous les passer. Le truc, c'est toujours respecter le groupe. Voilà, parce que sinon, après, tu te grilles, tu te retrouves avec des pirates contre ton gré, c'est super gênant. Mais par contre, moi, je participe justement à diffuser ça. C'est vraiment le but. Moi, c'est que ça soit partagé. Après, voilà, c'est assez complexe quand on parlait de la conservation. Et c'est vrai que si on avait un lieu en France où on pouvait tout conserver, ça serait le pied. Mais comment monter ça et monter un truc qui soit pérenne dans le temps? Parce que avoir des subs pour 5 ans où on a un super local, super. Trouver des personnes sérieuses qui fassent le taf et qui aient vraiment un travail de conservation, bon, c'est compliqué. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de conserver dans le temps. Donc, c'est toujours du questionnement. Moi, je sais que j'ai confiance en moi et encore. Non, mais voilà, c'est vraiment le truc. Moi, je sais le travail que je fais. Je sais que je partage, comme ça, je sais que c'est pas perdu. Si voilà, on se scratch en train parce que je conduis mal le train tout à l'heure, c'est pas grave parce que la collection a été divisée et qu'elle est dans plusieurs endroits. C'est-à-dire que les disques durs, il n'y en a pas qu'un. À chaque fois, il y a des partages pour que ça soit pas perdu. Et c'est ce que je t'explique, en tout cas ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que pour les vidéos, quand je les récupère, celui qui me les a passés récupère une copie. Toi, je t'en file une copie, il y en a une copie chez moi. C'est-à-dire que voilà, si on perd une des bases de données, il y en a toujours une qui est quelque part. Et en partageant, c'est comme ça, j'ai l'impression qu'on conserve au mieux. Et après, voilà, l'utilisation qu'on a fait, c'est encore une autre chose. Moi, c'est vraiment la conservation pure et dure, mais je ne sais pas si je m'exprime mal. Pour l'instant, oui, effectivement, on en est à ça. On multiplie en fait
alors, la numérisation a l'avantage que maintenant, sur un petit disque dur, on a tous les documents. Et donc, nous, de peur, parce que j'ai un ou deux exemples aussi, une personne qui filmait tous les concerts de la miroiterie, autre Pat, en l'occurrence, Pat, et je lui ai demandé ces images. Tout était sur un disque dur. Le disque dur, il est mort, et c'est fini. Il n'y a plus aucune trace, à part ce qui a été publié. Tu vois, donc là où aujourd'hui, on en est là. Et donc, nous, on essaie de multiplier en fait, les endroits en les mettant à disposition, en incitant les groupes à télécharger leurs propres... toutes les vidéos, justement, tout est sur l'hébergement, possiblement à télécharger. Et on a un site, tout le monde à les récupérer, de façon que si un jour l'hébergeur Pli Boutique décide de fermer tout ça, qu'il y a encore des traces. Moi j'en ai effectivement, alors je suis comme lui, j'ai 3 ou 4 sauvegardes différentes. Je pars en vacances et dans 3 endroits différents. Parce que je me dis que si chez moi je me fais cambrioler, et c'est arrivé, on va appeler ça, ou il y a un incendie, ou peu importe, puis même un incident de vie, et ça ne sera normalement pas perdu, et c'est ce qu'on espère. Et c'est vrai que c'est pour ça pour l'instant, nous on est à multiplier les petits pains pour pouvoir en garder un, quoi. C'est là où on se dit que si un jour la Fanzinothèque, je te dis, voilà, ferme, puis on sait que c'est un changement de mairie, ça suffit à faire tout basculer. Mais voilà. Là, il y a... Non, attends, qu'est-ce qui a arrêté là comme fanzine Abus dangereux et Digit. Leurs archives. Qui va les... Justement, moi je voulais rebondir sur plus qu'un lieu unique, je pense que c'est un réseau. Comme le réseau des fanzinothèques qui est en train de se créer, le fanzinarium, il y en a un peu partout en France maintenant. L'usine au Havre. L'usine au Havre, il y a plein de choses comme ça. Et notamment, je sais qu'on a été interpellé quand on a lancé l'événement sur Facebook. Moi, je parlais effectivement que vont devenir les archives de Abus dangereux ou de Digit. Et on nous a répondu par rapport à Digit qu'effectivement, déjà, il y a un bouquin qui était sorti. Donc, encore une fois, voilà, c'est aussi cet appel au livre pour archiver. Et aussi que tout était à disposition du public via la structure Les Musicophages. Donc il y a aussi qui vont investir un manoir dans le Tarn-et-Garonne dans un an, qui sera aussi un lieu de stockage et de création d'événements. Donc, et eux disaient qu'effectivement, ça allait être numérisé aussi, toutes ces archives allaient être numérisées pour le partage. Et donc voilà. Donc je pense que plus qu'un lieu unique, il y a cette nécessité de mise en réseau, de partage, effectivement. Ouais, mais juste un petit aparté là-dessus. Là, on arrive dans un champ qui est même plus comment on sauvegarde la mémoire de l'underground ou je ne sais quoi. On arrive dans un champ comment les gens, dans leur diversité de parcours, de vie, etc., vont avoir accès, et on arrive sur les mêmes problématiques finalement qu'il y a dans la culture très institutionnelle ou municipale, comment on fait venir les gens au théâtre, ou etc., etc. C'est qu'à un moment donné, si tu t'intéresses, tu veux être chercheur, tu te dis, ah tiens, je vais chercher sur le punk, etc., t'as effectivement, on l'a vu là, tu as un panel d'objets qui sont, est-ce qu'ils sont pérennes dans le temps, sur 100 ans, sur 120 ans, sur 1000 ans, on n'en sait rien encore, mais en tout cas, si tu veux t'intéresser, tu peux trouver des choses facilement aujourd'hui, grâce à votre travail en l'occurrence. Mais si tu sais pas que ça existe, ces expériences, et je parle même pas du goût pour la musique punk ou les musiques punk, etc., pour le goût pour l'expérience des concerts autogérés, de tout cela, du do-it-yourself et tout, comment tu sais que ça existe? Et là, du coup, moi, je me pose la question, comment tu vas vers... et j'ai pas vraiment la réponse. Moi, j'ai voulu faire un fanzine avec Chéri Bibi. On me l'a beaucoup reproché il y a 10-20 ans, du côté éclectique. Parce que, évidemment, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas assez de punk, il n'y a pas assez de cinéma, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela, etc. Et moi, je voulais causer de tout parce qu'on s'était retrouvé avec la presse commerciale, qui est, quoi qu'on en dise, le modèle pour beaucoup de presse alternative qui vont, hélas, regarder le modèle de la presse commerciale, qui s'était totalement compartimenté par rapport, je parle à mon niveau, à ma jeunesse, où il y avait des titres génériques,
que ce soit des trucs merdiques comme l'Écho des Savanes qui parlait aussi de cinéma. Moi, c'est dans l'Écho des Savanes que j'ai découvert Russ Meyer, tu vois, que j'ai découvert des tas de choses, ou dans Métal Hurlant, ou dans Pif, etc. Parce que c'était générique. Il y avait une presse générique, y compris commerciale, et des fanzines génériques. Je me rappelle d'un fanzine comme Fiesta, qui parlait aussi bien de Psycho que de reggae, etc. Ou Titi Flamby, superbe fanzine qui a été une très grosse influence pour moi. Donc moi, je voulais faire ça parce que je m'étais aperçu qu'il y avait une compartimentalisation, c'est encore un des mots qui font super au Scrabble, de la presse commerciale qui était copiée finalement par la presse alternative, par les fanzines. Un fanzine sur tel sujet, un fanzine sur tel sujet, un fanzine sur tel sujet. Moi, je voulais. Et là, je pense avoir réussi un peu, puisqu'il y a des gens qui vont le choper pour un truc sur le punk et qui vont lire un truc sur le cinéma, qui vont lire un truc sur le rap, qui vont lire un truc sur autre chose qu'ils n'auraient pas imaginé, qui voient les ficelles que moi je vois tout à fait, qui sont tissées entre les choses. Et comme ça, on parlait tout à l'heure, en déconnant, des concerts de Fahrenheit qui étaient assez... où tu pouvais avoir... Ça, c'était bien. Parce que tu arrivais sur un truc. Donc, à un moment donné, c'est bien d'avoir un patrimoine, de se dire, est-ce que l'intel, il est légitime pour en parler? Est-ce qu'un tel, ouais, mais c'est un bourgeois, lui, donc il s'intéresse au punk, cet enfoiré, on dirait Marc Zermati sous Exta, bref. Hein. Voilà. Et à un moment donné, à quel moment ces modèles d'organisation, avant même la musique, hein, vont pouvoir se dire, tiens, c'est possible, regarde la preuve, tiens, il y a des exemples dans l'histoire d'organiser soi-même un label, d'organiser soi-même un concert, d'organiser soi-même quelque chose. Tu vois, donc moi, c'est ça qui m'intéresse plus que, j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, mais lire la 15e étude sur les punks, je m'en fous, je sais très bien, le punk c'était quoi? Pour moi, c'est simple, hein. C'est, tu sais pas jouer, tu prends une guitare, tu joues, paf, ça marche. Le hip-hop a fait exactement le même modèle. T'as pas les instruments, t'as un truc à sample, tac, tac, t'as des platines, hop, tu mixes les autres et hop, tu t'y vas. Donc pour moi, c'est exactement pareil. Donc, c'est un moyen, c'est pas tant comment on va archiver nos trucs, avec quels trucs dans les institutions, etc. C'est comment on va donner envie aux gens qu'on côtoie, en tout cas pour celles et ceux dont, à mon avis, vous faites majoritairement partie, qui vivent pas dans les quartiers bourgeois de nos villes, comment on va donner envie aux gens de s'intéresser à ça. Et je le vois dans le rap. Il y a quelques années, je bosse dans la presse municipale de ma ville, Ivry-sur-Seine. On interviewe un jeune producteur de hip-hop. Et moi, il était beaucoup plus jeune que nous. Nous, on avait connu avec mon pote photographe, le photographe de la ville de l'époque, on est le même âge. On avait connu Timidé sans complexe à Vitry, JM, cet homme est dangereux, tout ça. On avait connu un peu le début du hip-hop en Val-de-Marne. Et le mec, passé Booba, il connaissait plus rien. Il connaissait rien. Et nous, ça nous a... Ça veut pas dire... Je parle pas qualitativement de ce qu'il faisait, je peux pas juger. Bon, il y a du vocodeur de merde et tout, mais bon. Mais quand même, ça nous a séché qu'il n'y ait pas la mémoire du truc. Alors que c'est vrai que peut-être dans d'autres formes musicales, on a plus tendance... il y avait quelques années le mec de je ne sais plus quel groupe de punk merdique américain qui avait dit qu'il ne connaissait pas les Ramones. Bon, bah, ça avait fait rire tout le monde à l'époque. C'est quoi le groupe là? Le mec qui était fait la guerre, je sais pas. Bon, peu importe. Green Day, Offspring. Ouais, un truc de merde comme ça là. Enfin, voilà, c'est ça. Donc à un moment donné, le partage historique pour comprendre encore une fois qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a pu être fait et quels sont les possibles à mettre au monde d'aujourd'hui, quoi. Bon, je te coupe la parole parce que ça part. Tu pars très loin et puis pour revenir à ce que tu dis, on a quand même besoin de centres de documentation et ça pose la question, bah oui, pour la passation et pour les références et pour les modèles qui ont existé, qui vont être transformés, ou des lieux comme l'entrepôt, qui sont là, c'est le lieu typique du lieu alternatif qui permet une pluralité bah voilà, aujourd'hui, c'est un exemple typique de ce qu'est devenu le fanzina et de ce qu'il renverse aussi dans notre conception du fanzine, à travers notamment tous les fanzines féministes qui étaient complètement invisibilisés à l'époque et qui aujourd'hui ont pris une part quand même très importante d'une nouvelle narration, quoi, de l'histoire des femmes et de l'histoire des hommes aussi, de comment la sexualité est vue, il suffit de regarder tout ce qu'on a autour de nous, c'est assez incroyable. Et donc,
je pense qu'il faut des moyens. Et le problème, c'est vraiment toujours le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Il y a ce fameux centre international de recherche sur l'anarchisme à Lausanne, le CIRA, qui récupère depuis 1957, et à Marseille aussi, qui récupère de la documentation très très importante sur ces mouvements marginaux et contestataires. Et comment on les maintient dans la pérennité. C'est tenu par des bénévoles. C'est assez incroyable. Qui aujourd'hui en plus deviennent des grands sujets de société. Et qui deviennent, bien sûr. Ce qui a été justement, c'est pas mal là-dessus là, au niveau de ton film, c'est justement d'amener que certains ont juste soulevé à un instant T une problématique de façon naturelle, qui aujourd'hui sont repris par un ensemble de personnes qui se l'approprient. Après, voilà, on fera un autre débat. Et voilà. Oui, pour essayer d'un peu en termes de conclusion, on va quand même essayer de faire parler un peu des gens du public et savoir s'ils ont des choses à... Oui, alors moi je voulais peut-être poser aussi tout le débat en parallèle d'une autre question qui est celle de la visibilisation d'un certain nombre de personnes qui sont mises en marginalité, d'autres cultures que l'on commence à faire émerger et à faire remonter dans l'histoire et à visibiliser au milieu d'une histoire occidentale, blanche, masculine, etc. Et il y a quand même cet enjeu de la visibilisation. Et il me semble que de faire rentrer à un moment donné le punk dans des centres de documentation, à la BNF ou à d'autres endroits, ça participe de l'idée de changer la physionomie de nos bibliothèques, de changer la physionomie des fonds en général, et donc potentiellement de commencer à raconter d'autres histoires. Et ça me paraît quand même important. Et que la question de l'archivage, de la transmission et de la façon de donner accès, c'est aussi le mettre en lien avec toutes ces problématiques-là, parce qu'on a quand même une certaine urgence à raconter d'autres histoires, à les raconter autrement, différemment, et qu'il faudrait que ça puisse y participer. Voilà, donc ça rejoint les luttes féministes, ça rejoint les luttes raciales, ça rejoint pas mal de luttes d'une manière générale. Voilà. Bon. Je te dis deux mots là-dessus. Sur le documentaire, moi j'étais critiqué par, on va dire, des vieux darons, des activistes de longue date du Fanzina, qui regrettaient que pas assez de place ne fût laissée à leur fait d'armes. Et de la place, nous en avons laissé dans le film à d'autres types de personnes. Alors, déjà, des gens qui sont rentrés fraîchement dans le Fanzina, qui ont commencé un fanzine il y a 1 an, et pas il y a 30 ans, mais ils n'en font pas moins des fanzines. Des filles, parce que vous aurez remarqué qu'il y en a à l'écran, et qui ne sont pas là de façon illégitime. On n'est pas allé les chercher, elles ont vraiment une vraie histoire à raconter. Et puis, vous aurez peut-être remarqué que Bursty de Brazza est noir de peau, et comme son nom l'indique, il est originaire de Brazzaville, et son pseudo l'indique. Et donc fatalement, comme il y a toujours cette contrainte du chrono, donc contrainte du casting, il faut savoir à qui on laisse la place. Et s'il y a des remarques qui sont faites par des gens, on va dire, de notre scène, donc, dont on est nous représentatifs, de fait, il n'y a pas assez de place on va dire, à nos créations, ça veut dire que de manière inconsciente, on n'est peut-être pas toujours prêt à laisser la place aux autres et à savoir s'effacer. Oui, mais c'est pas tellement là-dessus que je voulais parler, du pouvoir agissant en faisant rentrer on va dire que j'ai répondu à la hauteur de mes responsabilités, de ce que je peux faire pour faire changer les référentiels. C'est un des pans, c'est de visibiliser plus aussi effectivement les femmes dans l'histoire du punk, ça c'est clair, mais dans l'histoire en général et aussi du punk. Mais c'est l'action agissante du punk encore aujourd'hui, quand ça commence à rentrer dans des endroits où ça n'a jamais été accepté. Déjà, on a pu le voir, et malheureusement, il n'en reste rien aujourd'hui. Pendant une période, quand même, il y a quelques bibliothèques en France qui, par exemple, étaient abonnés à des fanzines et donc faisaient rentrer justement cette presse micro-édition, enfin, quel que soit le terme, dans leur fond. Le tout, c'est que c'était souvent sur impulsion d'une personne qui, du jour au lendemain, où la personne arrête, et ça y est, ça se tarit totalement. Et je sais que, par exemple, moi j'ai distribué pas mal de musique, et donc ils avaient des avantages au niveau des bibliothèques avec des tarifs tout à fait agréables.
ce qu'il faisait rentrer, justement, ça me permettait d'avoir une visibilité sur l'action du fonds de bibliothèque à ce moment-là. Et que ce soit musique, presse, enfin, photo, enfin, voilà, tous les fonds qui étaient en place, c'est souvent sur l'impulsion d'une personne et qui malheureusement sont très peu encouragés à continuer à perdurer, à grossir ces fonds, et qui du coup auraient permis justement d'avoir des réseaux, d'avoir encore de la conservation complémentaire, d'avoir du vrai partage justement d'expérience. Il y a beaucoup de fanzines qui faisaient des sujets de fond, et quand ça commence à dater et que certains se réveillent sur cette problématique ou cette discussion, vont aller chercher ces fonds-là. Aujourd'hui, bien justement, ils ont complètement disparu. Et c'est là où qui essayer d'interpeller pour justement, je sais par exemple, il y a des réunions de maires, voilà, il y a des fédérations de maires, mais il n'y a pas des fédérations, par exemple, d'adjoints à la culture des maires. Ça, les adjoints à la culture sont chacun dans leur petit coin. Ils seraient en relation, ils échangeraient, ils amèneraient justement des parties de budget. En plus, ça soutiendrait justement la presse, la micro-édition. Enfin, c'est souvent l'initiative. Alors, je prends un exemple. Mais je suis désolé. Tu veux dire quelque chose, Roberta? Alors oui. J'avais une bonne question concernant la récupération et la marchandisation possible. Mais là, malheureusement, oui, on est pris par le temps. On n'a plus de temps. Donc, je vais vous poser la question par la suite. Ma question, c'est quelque chose qui me concerne en tant que chercheuse d'art brut. Et j'ai vu comment l'institutionnalisation de l'art brut a amené après l'art brut à être vendu dans le marché à des prix impressionnants. Du coup, la question c'était, est-ce que ce travail d'activiste et d'archiviste que vous faites, après, peut d'une quelque manière nuire profondément à tout ça et nourrir une récupération, une démarche complètement différente de la part justement d'une institution qu'on déteste. Et donc on se retrouve au bar pour finir cette discussion, voilà, parce qu'il faut qu'on laisse la place là aux performances. Non, on est vraiment obligé d'arrêter le débat là, parce qu'on doit laisser la place aux performances.